Parce que là, je me sens dominé. Devez-vous Ah, exactement, on peut régler ça. Bon, voilà, Malik, on a commencé à discuter un peu avec l'audience. Du coup, bienvenue à Tizi. Je suis né à Tizi, entre guillemets. Merci. Abdelmalik, c'est l'un des premiers qui a accepté notre invitation directement, avec plaisir, avec réactivité surtout. Surtout les samedis et le vendredi, je suis pas loin. Donc, exactement. Mais même hors samedi, j'aurais accepté. Très bien, ça nous fait plaisir de te recevoir. Donc, dans la thématique entrepreneuriat digital. Donc, le sujet, ce sera ça. On va parler un peu de l'entrepreneuriat en Algérie. Dans ton style, tu es à YouTube. Ah, je garde le même style. Voilà. Bon, là, je sais, bon, je sais même installer un framework à la demande. Donc, si vous m'installez, vous me demandez une là, je vais faire l'effort. Par défaut, là, je mélange. C'est d'ailleurs la culture dominante de ma région. Là, je fais des essais. Déjà là-bas, ils sont comme ça. Ils sont un mélange de tout. Donc, c'est hein? TikTok, c'est notre ambiance. En fait, il faut s'adapter un petit peu à l'ambiance. Parce que quel est notre objectif? Notre objectif de transmettre un message. C'est pas l'objectif de si mon objectif était le personal branding, là j'aurais créé un personnage et j'aurais travaillé le personnage. Malheureusement, c'est pas le moment de commencer à faire. Spontanéité تاني مليحة. Comme si quelqu'un là regarde. Exactement. J'essaie d'être. Très bien, donc Malik, bienvenue à nous. Du coup, je vais représenter l'événement, ce qui vient d'arriver. Donc Digital Tizi, c'est un événement et une initiative pour créer une communauté digitale à Tizi Ouzou. Donc c'est la 3e édition. On fait l'événement gratuitement pour le public et on a des partenaires et sponsors qui nous aident financièrement pour pouvoir faire l'événement. Donc durant l'année, on fait aussi des workshops gratuits aussi. Donc cette année, on a fait 3 dans le développement web et en Facebook Ads. Voilà. Exactement. Donc l'objectif, c'est on va dire, de faire découvrir. D'accord. Augmentez-moi. Donc l'objectif, c'est de faire découvrir les métiers du digital et surtout qu'il y ait des rencontres et des échanges entre les personnes qui viennent ici. Voilà. Donc on veut vraiment stimuler le digital à Tizi Ouzou et bien sûr avec la contribution de speakers, je pense que vous connaissez déjà. Et à chaque fois, on essaie d'avoir de nouvelles personnes voilà, pour donner plus de visibilité à l'événement. Voilà, maintenant je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Donc, non, mais déjà, je voulais rebondir sur la notion de communauté. En fait, aujourd'hui, les communautés, les écosystèmes vont être point faible. Comme région, comme pays, comme continent. Même on va dire que c'est une faiblesse africaine, d'être algérien. C'est en autre écosystème, en réseau, en communauté qu'on peut évoluer. Vous avez l'impression quand vous êtes jeune que vous pouvez tout faire seul. Vous avez l'énergie, etc. C'est une question d'opportunité, une question de choix personnel, etc. En fait, ce n'est jamais le cas. Vous allez vous rendre compte que tout va dépendre un petit peu du hasard, des rencontres, du hasard. Des gens vont vous donner des coups de pouce, des gens vont dire des choses devant vous qui vont vous influencer toute votre vie, positivement ou négativement d'ailleurs. C'est très important cette histoire d'écosystème. Essayez toujours d'être en écosystème, d'agir en groupe. Avoir 100% de zéro, c'est zéro. Avoir 1% de quelque chose de grand, c'est énorme. Et on doit développer cette culture d'être ensemble, de travailler ensemble, d'être en partenariat, en écosystème, c'est très important. Je vous remercie énormément pour la démarche. Donc, je suis physicien à la base.
Je suis toujours physicien. C'est-à-dire j'ai deux doubles vies, une vie de physicien et une vie autre que vous connaissez, donc la vie d'entrepreneur. J'ai toujours été entrepreneur. Je ne sais pas, est-ce que c'est une histoire familiale parce que déjà, on va dire, mon grand-père était un commerçant. Mon père, malgré qu'il a fait des études très intéressantes, il a travaillé pour lui-même. Donc, automatiquement, j'ai jamais pensé à, jamais voulu travailler pour les autres. C'est quelque chose que j'ai jamais eu. Donc, j'ai entrepris, j'avais 20 ans, j'étais étudiant à l'ISTHB, Bebzoua, pour ceux qui... Donc, à l'époque, Bebzoua, c'était une pépinière d'entreprise. C'est mort après avec l'histoire de l'immigration, etc. Mais avant, donc 2000, 99, etc., c'était une pépinière, une vraie pépinière d'entreprise. Il y avait beaucoup d'exemples de réussite. C'est-à-dire, quand j'avais 20 ans, j'étais en deuxième année, déjà à l'université, il y avait déjà des gens qui avaient des entreprises et qui ont commencé à se faire de l'argent, ils jouent avec une voiture, etc. C'est très important, les success stories. C'est très important pour les jeunes. Alors on a été influencés. Fallait que CD, les cinglés de l'informatique. C'était un CD. On a publié l'extrait de la vidéo pour la soirée. Ah, d'accord. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que les cinglés de l'informatique, ils racontent une histoire faisable. C'est quoi l'histoire? L'histoire de Bill Gates ou Steve Jobs, c'est des histoires faisables. Les histoires d'aujourd'hui de levée de fonds, de Silicon Valley, c'est tout un écosystème qui fait la réussite. Mais l'histoire du garage, de faire une start-up à partir d'un garage, fabriquer un produit et le vendre, ça c'est... On pouvait nous identifier. Il programme, je programme. C'est un développeur, je suis un développeur. Il a fabriqué un logiciel, je vais fabriquer un logiciel. Il l'a vendu, je le vends. Est-ce que justement, actuellement en Algérie, j'ai interrompu la présentation avec... S'il vous plaît, Nadal Bezef, l'initiative de... Est-ce que en Algérie, justement, on doit voir comment eux, ils ont commencé il y a 20-30 ans. Et vu que nous, on est dans une phase où ils nous fait l'Europe ou l'Américaine, il y a 20-30 ans. Ils ont lancé des business en ligne, lancé encore des logiciels ou des applications. Et que la maturité ما كانش chez le public. شوف là جبتني لواحد لو تيران تاع est-ce que pour développer un pays on peut importer un modèle de développement? En fait non, impossible. Sinon tous les pays sous-développés deviennent développés d'un classement de droit. Malheureusement, non. Malheureusement, c'est quand on était petit, on pensait que c'était aussi facile que ça. Pourquoi ils ne font pas comme les autres? Au fait, chacun son contexte, chacun son histoire. Les États-Unis, par exemple, le dollar il est imprimé sur place. Ils impriment le dollar. Le plus grand problème, c'est où placer l'argent. C'est-à-dire, dès que vous devenez petite entreprise, tout le monde essaie de vous donner l'argent. Parce qu'il y a un excédent d'argent, un excédent de liquidité. Donc, c'est vrai que le démarrage, le bootstrap, donc avec la méthode d'Erkalia, on appelle ça le bootstrap, ça revient à l'argent, C'était la seule façon de créer une entreprise. Avant, c'était de bootstrap, c'est-à-dire fabriquer un produit et le vendre. Et c'est avec les revenus qu'on va croître. Mais là, on a affaire à ce qu'on appelle une croissance organique. D'accord, une croissance organique, ça prend du temps. Par exemple, nous, 25 ans, aujourd'hui, ça va. On a 110 employés, nous avons des bureaux à l'étranger, on vend nos produits un peu partout. Mais ça a pris 25 ans. C'est ce qu'on appelle la croissance organique. C'est normalement la seule croissance possible. Après la bulle Internet, il y avait une première tentative des années 2000, début 2000, c'est de faire des croissances exponentielles. À coup d'injection d'argent, de grande liquidité. La bulle Internet a une explosion, mais ce qui est bien, c'est qu'avec l'explosion, il y a un retour sur connaissance, si vous voulez. C'est du coup des entreprises ont réussi à... Voilà, donc les startups des années 2008-2009, c'était OK, le modèle exponentiel à coup de burn, de brûler l'argent pour croître très rapidement, mais avec des enseignements à la bulle Internet.
Donc, خرجوا des méthodologies زعما que je recommande telles que Lean Startup, etc. قال burn mais ماشي just do it وحرك في الدراهم وكذا. كاين هكا une petite science quand même qui s'applique sur هذا le domaine. Mais qui m'a dit, est-ce qu'aujourd'hui l'Algérie ressemble plus aux États-Unis des années 70? Un peu plus tard, non, les années 90 par exemple. On va dire Nous, technologiquement, on peut utiliser. une bulle, côté par exemple digital, on n'a rien starté. Non, on est loin, on est loin. L'Algérie est l'un des points faibles du pays. L'Algérie ou l'Afrique, parce que nous ne sommes pas un pays exceptionnel. Il faut arrêter de réfléchir région exceptionnelle, pays exceptionnel. Il y a quelques variantes, quelques différences qu'il faudra toujours prendre en considération. Par contre, nous avons on va dire la même problématique qu'il y a. Nous avons l'outil, mais on n'a pas l'artisan. C'est-à-dire, on a les engrenages, on a les tournevis, qui sont vous, qui sont ces jeunes-là, les 2 millions d'étudiants en université, ce qui fait de l'Algérie un indice de développement humain, le meilleur au monde, l'OCDE, en indice de développement humain, en quantité et en encadrement, c'est-à-dire combien d'étudiants par rapport à la population, supérieur, étudiants supérieurs, combien de profs avec des publications internationales, profs, c'est-à-dire professeurs, non pas enseignants. Donc combien de profs, combien de docteurs, combien de... C'est un potentiel énorme. Mais ça, c'est des outils. Où est l'horloger? Ça, c'est l'engrenage. On a petit engrenage, on a un vis, on a un tournevis, mais c'est l'entrepreneur. L'horloger, c'est celui qui va prendre un très bon designer, un très bon développeur, un très bon commercial, et en faire quelque chose de bien. C'est pour ça que nos engrenages à nous, ils ont du mal à travailler ici, mais dès qu'ils partent ailleurs, c'est des simples engrenages. Donc il faut que ça agit, donc un gars est bien fait dans sa tête, il prend un, il fait travailler ça, celui-là avec celui-là, et ça fait quelque chose qui fonctionne. Et même l'apport de l'engrenage dans une montre une vraie, pas les quartz. Donc là, son apport, c'est quoi? Il est indispensable pour le fonctionnement, il est interchangeable. Le génie, c'est Saadji, celui qui a fait un système où tout fonctionne parce que c'est prévu. Et là, on a besoin de Saadji, donc on a besoin d'artisans, on a besoin d'entrepreneurs, on a besoin de gens qui mettent des choses ensemble pour que ça fonctionne. Donc notre point faible, c'est l'entrepreneuriat. Nous sommes très très loin, c'est pas une bulle. En termes de start-up, quand on parle de millions, c'est pour avoir quelques dizaines de milliers qui fonctionnent. Parce que le taux de réussite, c'est 1 sur 10, 2 sur 10, au mieux. Donc s'il y a le lancement d'1 million de start-up, on aura 400 000 qui vont réellement devenir de vraies entreprises. Ce qui n'est rien. Déjà, il y a 1,7 million de registres commerciaux en Algérie. Donc 100 000 de plus, c'est pas énorme. Et les 90 000, c'est quoi? Ce ne sont pas des échecs, ce sont de meilleurs employés. Ce sont des entrepreneurs dans 10 ans. Ils vont comme moi, j'ai abandonné à partir de ma 6e année, j'ai abandonné l'entrepreneuriat pour rejoindre Microsoft. Mais c'était juste une parenthèse, c'était par dépit. Tu m'amènes ma première question officielle. D'accord. Pour l'instant, c'était l'échauffement. Est-ce que tu peux nous donner un état des lieux de l'entrepreneuriat digital en Algérie en termes de type, par exemple, d'entreprise, marketplace, SaaS entrepreneuriat digital ou la start-up? Entrepreneuriat digital. Entrepreneuriat. Donc on ne spécialise pas le concept start-up. Pas forcément. D'accord, exactement. Donc malheureusement, l'entrepreneuriat digital en Algérie, il y a eu 2 vagues. Une vague des années 2000. C'était une vague, on va dire, faite par j'aime pas trop, mais je suis obligé de le dire, elle était faite par les majors de pro. D'accord. C'était à l'époque, il n'y avait pas d'autre alternative. Il y avait ceux qui attendaient le chômage, l'immigration était au plus bas. Alors là, il y avait l'immigration d'Almason,
n'y avait pas encore l'immigration des têtes. D'accord, c'était très très faible. D'ailleurs, les seuls qui sont partis, c'était des gens envoyés par l'État à l'époque. D'accord. Donc c'était une vague très intéressante qui existe aujourd'hui. Donc les plus grands éditeurs locaux, les plus grandes entreprises du digital en Algérie, c'est des créations 98, par exemple les Intilix, les DLG, etc. C'était DLG qui est de l'université de DLG, là, il ne fait pas de marketing, mais il a 25 000 PCP, PC Combat. 25 000 clients actifs. C'est l'une des plus grandes entreprises du digital en Algérie, mais il ne fait pas de marketing, c'est une génération qui a elle ne montre pas ça. D'ailleurs, quand il vient chez lui, il dit partenaire chez les banques. C'est une génération discrète, une génération qui est. Les entreprises actuellement elles sont rentables dans l'Algérie à 1 million assises. Donc les lanceurs, voilà. Il y a 10, 20 ans, 30 ans dans les. Voilà. Donc c'était vraiment une vague très très ciblée. Hein. 98, début du retour de l'espoir. Parce qu'avant c'était. Et on avait d'autres chats à fouetter que de faire de l'entrepreneuriat. Si on revient plus récemment, c'est-à-dire une des dernières peut-être entreprises depuis on va dire 5-6 ans. Est-ce qu'il y a une référence en termes de réussite l'entrepreneuriat digital, peut-être notamment mal l'accélérateur. L'accélérateur maintenant il cible les startups, qui est une sous-catégorie. Donc tout l'entrepreneuriat il est à promouvoir. C'est moi je ne comme honnête. C'est une perte de temps de travail pour les autres. J'ai besoin d'emploi. Et l'idéal c'est que tout le monde soit employé. Mais à titre communautaire, individuel, si j'ai une. Surtout, est-ce que l'Algérie a besoin d'employés ou d'entrepreneurs déjà, nous, c'est un besoin personnel. On commence par nous. Pourquoi? Parce que quand tu fais quelque chose pour ton pays contraire à tes valeurs ou tes principes, tu vas juste souffrir. Quand tu le fais contraire à tes intérêts, intérêts à prendre en sens large, tu vas juste souffrir. Donc l'idéal, c'est de faire des choses parce que c'est bien, c'est parce que tu te sens bien. L'idéal, par exemple, c'est ma vie, je ne sacrifie rien du tout. Comme marcher ça une fois par semaine, je ne peux pas vivre. Donc je ne sais pas un sacrifice de ne pas vivre à l'étranger. J'adore ça, je ma région, je ne peux pas, honnêtement. Donc je vis très bien. Donc faire des sacrifices, là, je suis un peu contre. D'accord, donc je ne demande pas aux jeunes de sacrifier. Faire des choix, leur convient. Par contre, entreprendre, quel que soit où vous allez vivre, entreprendre c'est un style de vie, c'est un mode de vie où vous allez avoir le choix. C'est-à-dire aujourd'hui, je peux décider la semaine, je peux décider d'organiser ma vie avec mes enfants. Bon, c'est un sujet, il va venir, Inch'Allah, pour vous. Donc, organiser la vie de famille, ma vie personnelle, etc. Par rapport à... je peux balancer comme je veux entre mes objectifs personnels, professionnels, ma vie, mon mode de vie, etc. Deuxièmement, c'est l'apprentissage. L'entrepreneuriat permet un apprentissage impossible pour des jeunes comme vous en emploi. On prend puisqu'on a donc digital. D'accord. Vous êtes un excellent développeur, hors pair. Quel est le cycle normal d'un développeur? Il va être développeur junior, quelles que soient ses compétences. Quand il n'a pas d'expérience, il va être junior. Après 2-3 ans, il va être un développeur confirmé. Après 2-3 ans, ça va être un développeur senior. Après 2-3 ans, ça va être un team lead. Et c'est la première fois qu'on va entendre parler de roadmap produit. Le pourquoi. Pourquoi? S'il travaille chez une entreprise. La première fois où il va gérer le pourquoi, donc il va devenir un être humain. La première fois, il va pouvoir utiliser la cervelle du pourquoi. Parce que normalement, c'est un robot qui fait sans connaître le pourquoi. La première fois, on va vous demander de gérer le pourquoi. Pourquoi choisir cette fonctionnalité? Pourquoi la faire maintenant? Pourquoi cibler telle catégorie de clients? Pourquoi
À quel moment un développeur normal va être confronté à ça? Ça va être à 30 ans. Alors que l'entrepreneur. On ne parle pas du team management, du product management, du project management. Alors, on ne parle pas de marketing, de vision, de stratégie, etc. Il peut ne jamais y avoir accès. Sachant qu'un entrepreneur, même un étudiant à l'université qui démarre, qui fait une start-up, il est juste pour essayer, juste pour apprendre, parce qu'il n'a pas d'autre engagement. Là, c'est une sorte de méga TP qu'il va faire en étant étudiant, etc. Il va toucher le product management, le team management, le marketing management, strategic management, le développement. Il va devoir bricoler en front, en back, il va tout toucher. Et même s'il échoue, il va être l'employé rêvé des grandes entreprises. Parce qu'il a une grande expérience que C'est l'employé rêvé. Par exemple, en étant employé, j'ai une expérience de 3 ans sur 25. En étant employé. D'accord. Quelle a été ma progression? Est-ce que j'ai été recruté junior, après senior, après... Non, j'ai été recruté manager régional chez Microsoft en un seul entretien. Est-ce que vous avez déjà acquis votre... Grâce à mes 7 ans de management global, c'est-à-dire choses techniques, technologiques, le management d'équipe, manager l'argent, la stratégie, le pourquoi, etc. Donc, maintenant, même l'entrepreneur qui échoue, en général, c'est le meilleur, le meilleur employé que vous pouvez avoir. Et peut-être les profils que tu croises en tant qu'entrepreneur, là avec l'accélérateur, les entrepreneurs digitaux, actuellement en Algérie, quels sont peut-être les types de profils? Est-ce que par exemple c'est des étudiants, des personnes en reconversion, des salariés ou là des chefs d'entreprise ou non, ça va ça? C'est assez large. La quantité elle est très basse. C'est-à-dire nous avons lancé l'accélérateur en 2019. 2018, mais bon, peu d'activité 2019. Donc on a créé l'accélérateur que vous connaissez. Donc entre 2019 et 2022, c'était que des gens pas sérieux qui venaient avec un PowerPoint, ils n'ont jamais investi plus d'une journée de réflexion sur leur PowerPoint à demander des sommes astronomiques avec des petits pourcentages. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui prennent le rêve d'autrui sans la vie, sans leur vie. C'est-à-dire, ils voient YouTube, Shark Tank, etc. Des gens qui viennent, parlent et ils ont le financement. Behind the scene, mais chef, il ne voit pas ce qu'il y a derrière. Il ne sait pas que ça, c'est de la télé-réalité. Les startups à Silicon Valley, j'ai eu l'occasion d'évoluer un petit peu sur place. C'est des sectes. C'est des sectes. C'est pas un écosystème, c'est pas vous que vous allez avoir une idée spectaculaire, vous allez la montrer, vont vous donner de l'argent. C'est une secte, ils se comportent en secte. C'est des mafias, c'est des gens qui travaillent ensemble, un business angel qui vient faire semblant d'investir dans une start-up pour augmenter sa valorisation, pour avoir après des vrais financements, les orientaux, etc. en grande... C'est des attrape-niveaux, des valorisations à $1 milliard qui font zéro revenu et qui disparaissent l'année d'après. De tout ça, il faut le voir. Donc, nos jeunes, ils voient ça, ils voient des films. Donc, après, vous savez, parenthèse, l'être humain n'a pas la faculté de voir la réalité avec ses propres yeux. Ça, on n'a pas cette faculté. On regarde avec nos têtes. Mais entre la réalité et notre perception, il y a notre culture, notre éducation, ce qu'on a vu sur YouTube, nos attentes, nos fantasmes, nos rêves, etc. Et malheureusement, ces jeunes-là, ils voient le monde à travers ça. C'est des lunettes qui ont été construites, enfin, on leur a mis des lunettes entre eux, la réalité, à travers les vidéos, les films, les vidéos, les livres qu'ils arrivent à construire. Il paraît que Elon Musk, il paraît que c'est un self-made man. Son papa, c'est un Africain, c'est des exploitants de mines d'émeraude. C'est le fils d'un exploitant de mines d'émeraude. Mais la force du narratif, la force du branding, etc. Aujourd'hui, c'est un self-made man qui s'est fait de rien, soit disant pitchant des gens comme ça, il a le... C'est incroyable.
incroyable. Et nos enfants croient dans ces histoires-là. Et ils viennent nous voir avec ce type de process. Donc au départ, c'était zéro. Pendant 3 ans, on voyait des dizaines de startups, parce que c'est pas une startup comme toi, tu n'as pas investi sur ta propre startup. Tu n'as rien fait pour ta propre startup. Tu viens me voir pour investir de l'argent. Tu n'as même pas investi ton temps. Et il est employé ou il est freelance, mais il n'a pas encore développé son MVP. Il vient te voir pour de l'argent. Donc ça a duré 3 ans. On était obligé d'aller chercher au-delà, c'est-à-dire on a commencé à faire notre programme d'incubation, sachant que c'est pas normal. Un accélérateur n'incube pas les premières étapes. Ouais. Pourquoi? D'ailleurs, tu peux nous expliquer comment ça marche un incubateur? On ne pas que l'idée de ce qu'on a aujourd'hui comme. Donc on était obligé d'aller faire de l'incubation. On s'est dit, bon voilà, personne ne vient avec un projet réel où il a pu au moins convaincre lui, Zama, c'est pas un développeur. Il a pu convaincre au moins un développeur. Tu n'as pas pu convaincre un développeur. Pourquoi investir avec toi? Tu veux convaincre un investisseur pour te donner de l'argent. Tu as une première étape, va convaincre un étudiant en informatique pour te développer un MVP. Essaye d'avoir un petit budget pour faire une maquette. Si tu n'arrives pas à faire ça, moi je ne vais pas te donner de l'argent. Donc, on a essayé d'aller un peu en arrière et aller chercher des étudiants, incuber des étudiants, etc., dans un process qui s'appelle Startup Studio. C'est-à-dire, nous, on a les sujets intéressants pour l'Algérie, pour les marchés similaires. On essaye de financer des hackathons, etc., chez les étudiants, et on prend les meilleures équipes, on les incube. Là, on a commencé réellement à avoir de la qualité, c'est-à-dire des gens investis. Parce que déjà, les étudiants qui commencent à réussir. C'est du long terme en fait. La vague des startups, moi je ne l'ai pas vue. Parce que c'est des startups éphémères en fait. Elles participent dans des événements, elles gagnent des prix. Après, chacun va dans sa direction. Donc, des startups persévérantes, etc., on est à quelques dizaines. Croyez-moi, ce que vous voyez après, les centaines de startups qui partent, qui viennent exhiber dans les différents, etc., après l'événement, elles n'existent plus. Après les événements, elles n'existent plus. Donc, comme investisseurs, on a eu du mal à trouver des startups pour investir. Je sais que tout le monde a l'impression que c'est l'inverse. Moi, je vous dis, il n'y a pas de startup fondable. Très, très peu. Par exemple, j'ai jamais reçu un baptisé, jamais. Au jour d'aujourd'hui. Ouais. Aucune. Il y a quelques startups, mais aucune. J'ai jamais reçu. Ils sont incubés. En incubation, non, mais je parle de l'accélération. Est-ce qu'il y a pas nous citer quelques startups qui sont chez vous? Parce que quelqu'un nous a cité quoi le nom de la startup? Par exemple. J'ai cité Spinet. Spinet apparemment. Vol, Spinet, etc. Oui, c'est quelques-unes. En fait, les startups qui existent, c'est des startups commerciales, c'est-à-dire elles sont en expansion commerciale. Celle qui a fait réellement une courbe exponentielle, c'est Volt. C'est une plateforme de réservation en ligne, mais qui fonctionne en DINA, c'est-à-dire elle est officielle. C'est une vraie agence avec une vraie intégration avec les compagnies aériennes, etc. Bien sûr, elle doit combattre dans un domaine très sale, c'est un domaine très sale. Le domaine de l'agence de voyage, c'est un domaine le noir. D'ailleurs, tous les agences de voyage créent des comptes et viennent commenter négativement toutes les publications. Mais l'exponentielle aujourd'hui, elle fait plus. C'est une agence virtuelle qui fait le chiffre d'affaires de 1000 agences. Donc, réellement, il y a une croissance. Elle travaille même le marketing quand même. Elle est financée, elle est correctement financée, elle est en exponentielle, elle a ses revenus, et elle est internationalisée, c'est-à-dire elle existe au Qatar, et la semaine, d'ailleurs j'y serai pour le lancement, elle va exister même en Tunisie. Les Tunisiens qui nous vendaient des technologies de ce type, il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est à nous de prendre le marché, parce que c'est un petit marché. Il
En fait, c'est un petit marché, il ne sera jamais rentable, sauf s'il fait partie d'un marché plus grand. Vous se lancez donc par des profils. Des profils complètement business, mais des profils seniors. C'est l'un des 3 exemples sur les 25 entreprises. Parce que nous avons des entreprises incubées, là, le nombre il est élevé. Nous avons des entreprises en stade commercial, elles sont de l'ordre de 25 entreprises commerciales qui sont en fonctionnement, on va dire, rentable. Les 25, on a 3 uniquement fondés par des experts du domaine. Et typiquement, ça va être toujours des choses de niche. Parce qu'un expert, dans 10 ans, 15 ans, un domaine. Quand il va entreprendre, en général, il va entreprendre dans le domaine de niche. Par exemple, Voz, le fondateur, il y a 2 fondateurs. Un qui est du métier, Abdelhadi, qui est diplômé de l'école supérieure du tourisme, de l'hôtellerie, qui a exercé son dernier poste, c'était directeur d'hôtel à Doha, directeur d'hôtel Marriott, d'accord, Marriott. Donc, quand il a fondé quelque chose dans le tourisme et le voyage, c'était son métier. Et son associé, c'est un ancien DFC de Brandt, en Algérie. Donc, c'est des gens d'un métier, mais qui avaient besoin de technologie. On les a aidés à faire un changement technologique, parce qu'ils avaient développé avec leurs propres moyens une petite plateforme qui a beaucoup de bugs, très clunky, parce que développé avec des freelances, avec des gens. Donc on les a financés pour refaire la plateforme, et maintenant nous sommes les seuls à faire du direct company, c'est-à-dire on ne passe même pas par Amadeus. C'est la plateforme tunisienne que les agences de voyage utilisent Amadeus. Non, Amadeus c'est international. C'est une plateforme. Amadeus Algérie, c'est à 50% avec Air Algérie. C'est une plateforme. En fait, dans le monde, il y a 2 plateformes. Mais parce qu'avant, aucune compagnie n'acceptait de travailler directement avec les agences. Donc, non, avec les agences. Non, mondial. Ah, ok. C'est un phénomène mondial. D'accord. Mais maintenant, depuis une année, l'IATA a permis aux agences de travailler directement avec les grosses. Donc, si tu es une petite agence de voyage à Tizi Ouzou, tu ne pourras jamais avoir direct compagnie. Tu peux avoir droit à direct compagnie, tu payes $25 000 juste pour avoir la documentation de l'SDK. Et après, tu fais un dépôt de $200 000 chez la compagnie pour pouvoir réserver chez elle. C'est des grands montants. Donc, il n'y aura que les grandes agences qui vont pouvoir le faire. Donc, les petites agences locales, maintenant, elles ne voient pas le problème venir parce qu'elles ont vécu 20 ans à faire en noir, spéculation, etc. Donc ils ne voient pas la menace du direct company. Ils sont en train juste d'attaquer ce type de plateforme. Ils disent non, attention, c'est une arnaque, ça vient sur Facebook pour décrédibiliser. Mais c'est une tendance qui les dépasse au fait. D'accord. Ce type de business super spécialisé, un jeune زعما ينوض يخدم فيه parce que tu vois la plateforme. Il suffit de développer le logiciel. Or il y a la partie réglementaire, la partie droit d'accès, la partie métier derrière ولا ça va vous prendre 5-6 ans ولا باش راح تشوف المشاكل اللي كاينين باش تبدا تخدم عليه. Donc le type c'est généralement des experts du domaine et investisseurs. D'accord. باقي les 22 entre startups, c'est tous des jeunes avec une première expérience. Parmi eux, beaucoup. Par exemple, les Spinet et la City Spinet, c'est 2 étudiants, ils n'ont pas encore leur diplôme. Ils sont déjà présents en Arabie Saoudite, à Oman et en Algérie. C'est déjà, c'est des entreprises technologiques. Quand c'est de la pure technologie, en général, c'est internationalisable. Quand il y a une partie métier, ça dépend. Est-ce que ça a une communauté? C'est pire technologique, c'est-à-dire c'est la même technologie qui résout le même problème partout dans le monde. Il suffit de pouvoir pénétrer un nouveau marché. Donc, nous avons par exemple des entreprises qui par exemple Massania, elle fait ce qu'on appelle de l'IoT industriel. Elle a un kit de conversion de machines non intelligentes en machines intelligentes. Les marchés, c'est tous les pays qui ont un ancien stock qui achètent des machines non intelligentes. Donc les Européens, par exemple, il y a très peu d'opportunités de vendre en Europe. Mais par contre, toute l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud,
c'est un grand marché. Donc, كاين واحدة اسمها في c'est motion, ça s'appelle V-Motion. Elle fait des robots, mais des robots, pas des robots spectaculaires, des robots d'entrepôt, des robots de warehouse, et pas des robots de type ce que vous voyez chez Amazon, des robots où le warehouse, il n'y a aucune personne à l'intérieur. C'est des robots non collaboratifs, c'est des robots où il faut construire l'entrepôt pour que le robot puisse travailler dedans. Et bien, Vie, qui est algérienne, elle a un concept complètement révolutionnaire qui sont les robots cobots, c'est-à-dire collaborent avec l'être humain. Donc on peut les utiliser pour augmenter la productivité des entrepôts algériens. Sans créer d'autres. Donc ils peuvent apporter l'apport de la robotisation, mais sans changer d'infrastructure, etc. Donc nous avons aussi ce type de start-up et qui vendent aujourd'hui. Ils ont, par exemple, Vipot, ils ont de la commande. Bon, entre la commande et la réalisation, en fait, ça prend un peu de temps parce que c'est qu'il y a une partie un peu sur mesure, test, etc. En Algérie, ils ont des clients, ils ont une commande à Oman, pour la poste oumanaise, qui fait de la logistique. Justement, dans une de tes vidéos, tu as dit que les passionnés, les étudiants, voire les inconscients, sont ceux qui se lancent dans les projets les plus ambitieux. Bien sûr. Est-ce que tu peux... Un vieux, il khaf, en général. Quand on progresse dans l'âge, on commence à acquérir de la sagesse. C'est quoi la sagesse à part le pauvre? Vous avez remarqué ceux qui ont déclenché le 1er novembre, tous les vieux étaient contre. Tous les vieux. Aujourd'hui, on essaie de changer l'histoire en disant que les ODMH, je sais pas. Non. Il ne faut même pas leur en vouloir. En fait, c'est des vieux. C'est quand tu vas voir un vieux, est-ce qu'il est pour le changement radical? Jamais un vieux il sera pour le changement radical. Plus on grandit, plus on a plus d'informations. C'est la sagesse. Non, je veux dire, on prend en considération plus de trucs, on ne se lance pas directement. Voilà, on est plus sage, on est plus lourd, on est plus... Donc la même chose, les révolutions en général, c'est les jeunes qui les font, c'est pas les... Donc révolution technologique ou culturelle ou ce que vous voulez, c'est pas un vieux qui va le faire. Donc avec l'âge, on va partir, les startups de vieux réussissent, elles ont un meilleur taux de réussite. Mais parce que justement, elles ont une plus faible tendance à aller vers le choc, mais le choc. Ils préfèrent aller voilà. Un terrain sûr, maîtrisé, surtout maîtrisé. Il y aura quelque chose de maîtrisé. Or, les gens qui peuvent aller sur la folie, par exemple, les gens dans le warehouse, en fait, c'était de la sagesse. Moi-même, avec de la folie. C'est-à-dire, ils sont venus me voir avec un concept de robot spectaculaire, etc., qui ne se vendra jamais en Algérie ou dans des pays similaires. Je ne peux pas leur dire oubliez votre rêve, ne rêvez pas. Vous êtes des techniciens, vous voulez faire des robots, etc. Oubliez votre rêve. Ce qu'on a essayé de leur donner, c'est un peu de sagesse dans beaucoup d'innovation. C'est-à-dire, voilà, tu veux faire ça, mais allez, dans ton robot, il y a une plateforme qui est autonome, il y a après tout un concept super compliqué. Mais il y a cette plateforme, etc. Elle est facile à faire. Oui, même il y a fait les tests, etc. Yallah, essayons de la vendre. Essayons de commencer par ça, par la plateforme mobile, intelligente, etc. Essayons de la vendre, de trouver des marchés, tout en construisant le reste du robot. Évoluons en même temps, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire, on a pu leur obtenir, nous on a investi, on a obtenu 3 autres business angels pour investir au même moment, parce que c'est des tours de table. Hein. C'est-à-dire, ندخلوا شويه في الميتي du financement. وعلاش ان تور دو طاب؟ وعلاش هذا يعطوا تور دو طاب؟ سيتادير انت تجي انا قبل نمد لك 500 مليون وخلاص. بصح انت تحتاج مليار. Tu as besoin de 10 millions de dinars pour arriver à la prochaine phase, qui est d'avoir un produit vendable. Par exemple, le cas le plus simple, et où le produit vendable. Parce que ça peut être la prochaine phase et notre levée de fonds. D'accord. Là, on reste sur le bootstrap. Donc, la prochaine étape, c'est d'avoir un produit vendable. Moi, je peux donner
5 millions de dinars. Mais toi, tu as besoin de 10 millions de dinars. Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on a 5 millions de dinars de Berikol? Non, il ne faut jamais accepter de faire ça. Ni toi, tu dois accepter de prendre l'argent, ni moi, je dois accepter de donner de l'argent. Pourquoi? Garantie. Pourquoi te donner 5 millions de dinars si je ne suis pas sûr que tu vas arriver à la prochaine étape? Maintenant, j'ai jeté 5 millions de... Et toi, tu t'es fait une dette à 5 millions de dinars Pour rien. pour rien. Il n'y a pas de garantie. Donc, on doit garantir l'arrivée à la prochaine étape. Maintenant, la première question se poser, on a besoin de combien d'argent pour être sûr d'arriver à la prochaine étape? Et là, on fait ce qu'on appelle des tours de table. Par exemple, moi, j'accepte 5 millions de dinars, un autre accepte 5 millions de dinars. On rentre en même temps. Comme ça, toi, tu es sûr d'avoir 10 millions de dinars. Sûr de la prochaine étape. D'accord? Donc, elle est la plateforme des robots. On a pu faire la levée qu'il faut. Et... Des passionnés, pas peut-être quelqu'un pour les mentorer, pour les accompagner. C'est le rôle des accélérateurs. En fait, c'est le rôle. Aussi, quand quelqu'un vient te voir, est-ce que la passion avec suffit? Ou là, tu leur recommandes de se former? C'est-à-dire, il y a des compétences en plus de la passion. La formation, elle est overrated. C'est la formation management, marketing, elle est overrated. En tout cas, pour un premier, je préfère un passionné, technologue, technicien, que واحد يفهم في الماركتينغ. Pourquoi? Le marketing, ça s'achète. La passion, ça ne s'achète pas. D'accord? Le fondateur, c'est la passion. Le fondateur, la façon de parler, il vibre. Déjà, il y a un point. Il vibre. Je sens qu'il y a. Oui. Non. Honnêtement, non. Employé même. Lui-même déjà, il ne جماعة هكذا وحافظ كامل البروسيس etc. Moi je fais pas. Je fais pas. Il croit pas déjà son truc. Donc c'est la passion. Premièrement c'est la passion. Deuxièmement c'est le technique. Sauf l'entrepreneuriat c'est pas forcément le technique. Si on revient vers notre domaine initial d'entrepreneuriat, moi je vous encourage à être entrepreneur. Prestation de service, peut-être juste freelance, la liberté etc. pour le style de vie. Le style de vie, entrepreneur, que ce soit commerçant, prestataire de service, pour moi, ça, du point de vue style de vie, c'est la même chose. Par contre, le domaine des startups, c'est-à-dire qui peuvent croître très rapidement et beaucoup, là, la passion plus la technique. C'est toujours une question de technique. Dès que vous avez une start-up où une technique il est secondaire, ce n'est pas une start-up. C'est-à-dire, tu mets un marketplace qui m'a posé la structure. Tu mets un marketplace, c'est-à-dire moi je développe un petit logiciel où le vendeur est censé venir et l'acheteur il vient pour acheter. Moi je suis personne. Je suis juste celui qui a développé une petite plateforme là où moi je prends des pourcentages. Ça c'est 80. Intermédiaire. Ça, c'est 90% du rêve algérien. Il est hérité directement de l'État. La rente, le rentier. Il veut une sorte de pétrole. C'est dans sa réflexion, l'idéal, c'est une rente qui fait rentrer de l'argent comme ça. Lui, il a fait un petit effort initialement. Nous-mêmes, le pétrole, tu fais un petit effort. L'exploration, c'est de l'argent. Après, le durée des ça après, quand tu branches, c'est bon. Il veut la même chose. Dès que vous êtes dans un schéma pareil, le hasard va prendre énormément le relais. Donc ça peut donner quelque chose, pourquoi pas. Personnellement, j'investis jamais dans ce genre d'histoire. C'est bon, on a vu, je vois 90% des idées aujourd'hui proposées en Algérie, c'est des intermédiaires. Pourquoi? Parce que la plateforme à développer est très facile. Un chef à l'entraîne, grand-chose, il n'y a pas grand-chose dans les... D'accord. Il y aura après, si ça réussit, ça va réussir, il y aura des problèmes d'opération, c'est-à-dire s'assurer que Wetknis m'attache. C'est pas facile. Aujourd'hui, avec tout le trafic qui est là, un petit bug, c'est la catastrophe. Donc c'est très difficile en termes de maintien en condition opérationnelle. Par contre, le développer initialement, c'est pas grand-chose. Là, c'est des types de startups liés. Tout le monde essaie de les faire. C'est des startups copiables facilement. Si toi, tu as vu un problème important à régler, ma chef
Donc tu supposes 47 millions, la plupart ils viennent te voir comme si c'est la première fois. Aujourd'hui par exemple avec l'application des rendez-vous médicaux. Je suis enseignant à l'ISTHB, j'ai fait un module avec des ingénieurs deuxième année, ils ont un module avec la start-up entrepreneuriat. Donc j'ai pris le module l'année passée, c'était la première fois. Sur 450 étudiants, 60 ont proposé application de rendez-vous médicaux. Parce que c'est simple, c'est facile, et tout le monde est en train de voir le problème, mais le point qui n'est pas normal, c'est de supposer que les autres avant toi, 20 ans, ma chère proche. Sachant qu'il y a des dizaines de startups qui ont travaillé sur le problème qui n'a pas été résolu pour la simple raison, le médecin c'est le seul commerçant. Donc c'est le seul. Les autres commerçants ils prennent le risque. Même s'ils travaillent en noir, s'ils ne déclarent pas, ils s'en foutent, ils mettent des logiciels, et le risque ils le prennent. Le médecin, le voilà, il y a une application SaaS où il va faire les rendez-vous les patients, le fait les douleurs, les déclarer, etc. Donc ça ne marche pas vraiment bien avec les médecins parce qu'on fait. Les noirs, ils me avec les méchicariens. Les gens carrés, fait. D'accord. Donc par exemple, ils croient que les personnes avant eux avaient fait ce type de start-up. Sachant que les premiers, c'était des étudiants à moi à l'ISE en 2010. Si j'ai oublié ça, les revenus, c'était deux filles. Elle est partie en France pendant une dizaine d'années, elle est revenue dernièrement, ça fait 4 ans. Dernièrement, c'est pas la dernière montagne. La dernièrement, 10 ans. Donc, ça a commencé en 2010, ce type de start-up. Donc, il faut toujours aller voir quand c'est trop facile et vous croyez que vous êtes les premiers, ce qu'il y a un bug. Bien, c'est pas normal. Donc, vous dites pas. Est-ce que tu recommences à dire d'innover le projet ou peut-être, parce qu'on a parlé de ça tout à l'heure, de prendre quelque chose qui existe et d'essayer de l'appliquer au marché algérien. Parfois, on innove le marketing de sans innovation technologique, technique. Plutôt une innovation dans la commercialisation, dans le marketing de la chose. Oui, globalement, oui, ça tient la route, bien sûr. Il y a l'exemple de Yassir. Est-ce que c'est Uber appliqué à l'Algérie? Oui, au départ, en tout cas. Inspiré. Au départ, oui, je pense. Est-ce que Uber, quel est le plus grand problème aujourd'hui qui frappe les VTC en Algérie? Quel est le plus grand problème? Le plus grand challenge? Moi, je me plains tout le temps des VTC, donc il y a des problèmes. Un problème d'application, parfois. Techniquement, elle bug beaucoup. Bien, c'est vrai. Problème avec les chauffeurs, ils peut-être en OB, ils ne la déclarent pas. Sécurité. Ils ne respectent pas le max. Moi, je vois beaucoup de problèmes. Pourquoi? Car il y a un route cause واحد. Lié à la maturité du. Non, quand tu commandes un Uber, tu payes. C'est déjà payé. Qui paye? Uber. Le chauffeur me dit il dit si on veut lui donner de l'argent. Ah oui, c'est vrai. Donc dès le départ, Uber était maître du marché. Quand le client commande, le client doit appliquer les règles. Pourquoi? Parce qu'il a déjà payé. Le chauffeur doit appliquer les règles. Pourquoi? Il va être payé par Uber. Eh bien, le VTC, c'est 1000 fois plus difficile que Uber. 1000 fois plus difficile à gérer que Uber. 1000 fois plus difficile. Pourquoi? Les amis chiites, les deux. Le client, il peut changer d'avis à tout moment. Il peut commander et partir. Et il peut faire patienter le chauffeur et on ne peut pas lui appliquer les pénalités, rien du tout. Le chauffeur, il est un chiitou. Parce que oui, il dit etc. Vous croyez que c'est le même? Vous croyez qu'on peut prendre un modèle de développement de notre pays et de l'appliquer à... Vous savez pourquoi jamais un pays sous-développé peut se développer? Sauf apport extérieur, Corée du Sud.
tous les pays qui se sont développés, eux, sous-développés ne peuvent pas se développer. C'est une théorie, ce qu'on appelle le cercle vicieux du sous-développement. Pourquoi? Parce que développer un pays sous-développé, c'est beaucoup plus complexe que de développer un pays déjà en développement ou un pays développé. Sachant que qui peut casser le cercle vicieux du sous-développement? C'est l'élite. Mais l'élite, généralement, elle préfère aller contribuer au développement de ce qui est déjà développé que de casser et combattre un monstre. La même chose pour les startups. C'est toujours plus difficile de lancer une start-up. C'est génial ce qu'on a dit, c'est pas mon avis. C'est les années 70, c'était les seuls moments, c'est après l'indépendance, où les élites sous-développées ont essayé de développer leur pays. À partir des années 80, en général, les élites ont commencé de tous les pays sous-développés. Ont commencé à fuir le combat, donc les pays sous-développés n'ont pas d'élite en général, même s'ils créent une nouvelle. Même aujourd'hui, on a 2 millions d'étudiants en Algérie, mais l'argent fou pour former les gens. Mais l'élite part systématique. Donc eux, c'est eux qui pouvaient créer des modèles de développement. On ne peut pas importer un modèle de développement. Donc effectivement, théoriquement, on peut, même pour la start-up, parce que c'est une science que je suis en train de dire, c'est pas un avis, attention. C'est une science, c'est inévitable. C'est toujours plus compliqué de faire quelque chose dans un pays sous-développé que de le faire dans un pays développé. D'accord? L'effort intellectuel que je devais faire en manager régional chez Microsoft, c'est la fraction de l'effort intellectuel que je dois faire aujourd'hui et chaque jour pour gérer quelque chose de 100 fois plus petit. Alors, non, il نجح ليك n'importe qui. Parce que les يخدموها الجد تاعهم, c'est les premiers. La fondation est déjà parler, gazigo, etc. Et on en fait quelque chose. Alors c'est bien ça. Sinon, celui qui est parti joindre la fête, il profite d'un état de fait. Les pères fondateurs des États-Unis, Far West, les Indiens, le train, ils ont bien. L'Américain des années 1800, etc. Ils criaient le Far West ou le train. C'est pas celui qui arrive à enseigner le MIT. Celui qui enseigne le MIT aujourd'hui, est-ce qu'il a créé le MIT? Est-ce qu'il a créé celui qui travaille à la NASA? Est-ce qu'il a créé la NASA? La NASA, c'est 1940, 1930. Le challenge contre les Russes est dépassé. Il fallait les rattraper, il fallait créer tout. C'était ça le grand challenge. Pas travailler aujourd'hui quand elle fonctionne. Donc, pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est la même chose pour les startups. Si vous croyez que c'est facile d'aller prendre un concept, et de venir l'appliquer juste avec des twists, soyez sûr que c'est rarement le cas. Vous pouvez, j'espère que vous allez vous allez faire que ce que je dis est faux. J'espère. Chaque fois que vous voyez la situation, نقول يا ربي يقدروا يقولوا لي بلي انا ما عنديش الحق. Aujourd'hui, copier un concept dans un contexte local, c'est toujours plus compliqué. Je vais vous donner un autre exemple, le e-commerce. En 2010, quand on parlait de e-commerce, non, impossible. En Algérie, pourquoi? Il n'y a pas le paiement électronique. Il n'y a pas le paiement électronique, il n'y a pas le paiement. Pourquoi? L'Algérien est un projet d'Européen.